Pardon, c'est des inconvénients de la technique. Ça s'appelait Rabelais d'avril. Défi 30 fois Rabelais. C'est fini? Non. Le terme approche. C'était quoi le quart-livre? On est parti de Olonne, probablement le premier endroit où Rabelais, jeune, en Vendée, a vu la mer. Et on a pris le parti d'aller contourner l'Amérique par la mer glaciale. Grande recherche, au contraire du voyage de Magellan. Tout ça, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, la même chose qu'on a cherché dans le tiers-livre. Qu'est-ce que c'est le tiers-livre? Vous vous rappelez? Un énorme coup de zoom sur l'embarquement. On doit partir. Probablement que Rabelais a écrit un récit de circumnavigation qui va jusqu'à cet oracle qui donnera une vérité sur notre destin des hommes. Le mot de la dive bouteille. Bac bac. Ce bruit-là. Exactement. Et puis le tiers-livre, dans cet embarquement sans cesse différé, on explore toutes les strates de parole. Dans le quart-livre, on n'explore plus les strates de parole, on explore les îles en tant qu'elles sont des organisations de communautés humaines qui sont la critique, la caricature de celles qu'on a laissées en arrière, ou en tout cas qui font travailler chacune ce rapport de l'homme, mais y compris aux objets, y compris à son corps, y compris à ses rêves, à ce qu'il imagine de possible inconnu. Et chaque fois, comment faire confiance aux mots qui nous disent les choses quand on ne connaît pas les choses? Alors peut-être que ce qu'on espère, eh bien là, maintenant qu'on arrive dans cet océan glacial, peut-être qu'on aurait une chance. Pourquoi? Parce qu'on va trouver des paroles qui ne sont plus émises par leur locuteur. Donc des paroles, des mots qui sont objectivés, qui sont devenus matière. On va les prendre avec son corps à soi, pas sa bouche, mais ses mains, on va les faire fondre. Et là, est-ce que, dans ces conditions, ces mots qui viennent d'une expérience qui n'appartient pas à notre monde sensible, mais qui ont pris matérialité, simplement, on leur communique un peu de chaleur pour les faire fondre, et tout d'un coup, ils redeviennent paroles. Est-ce que ça peut nous renseigner sur une instance de vérité? Je prends le livre à l'endroit, ça va tout de suite mieux. Comment, en haute mer, Pantagruel, oui, diverses paroles dégelées. En pleine mer, nous, banquetant, grignotant et devisant, faisant beau discours, Pantagruel se leva et tint en pied pour discouvrir à l'horizon. Puis nous dit « Compagnons, oyez-vous rien? Me semble que j'oie gens parlant en l'air et n'y vois toutefois personne. Écoutez. » À son commandement, nous fûmes attentifs, et à pleines oreilles humions l'air comme belles huîtres en écailles. Ce qui n'est pas rien déjà, tout ça. Au début, ce bateau qui dérive vers l'océan glacial, mais on continue de parler, de viser, de manger, banquetant, grignotant. Et puis, Pantagruel est toujours cet effet de taille, c'est-à-dire s'élever bien au-dessus, comme il l'a fait déjà plusieurs fois à la fin de la tempête. Oyez-vous rien? Il me semble que j'entends gens parlant en l'air. Et c'est ce parlant en l'air qui va devenir tout d'un coup le déclencheur. Et puis regardez ce truc, c'était quoi les huîtres? Les huîtres, c'est un énorme commerce. Moi, dans mon bled de Vendée, il y a une butte à huîtres. On n'a jamais su trop l'origine, mais simplement, a priori, comme c'était près de la côte, on prenait du bois, le bois qui venait du Pays Basque, des Portugais, probablement que les gens comme moi, avec la tronche qu'on se ramasse, il y a tous ces mélanges-là qui viennent de ces circulations par la côte. Et puis, on faisait des barriques, et les huîtres, on les écaillait, on les entassait, couche d'huîtres, couche de sel, couche d'huîtres, couche de sel. Ça tombe bien, il y avait aussi plein de marais salants. Et c'est ça qu'on envoyait à la ville. Louis XIV, lui, il arrivait à se les faire livrer de Normandie l'hiver, mais sinon, les huîtres qu'on mangeait, c'était comme ça. Mais par contre, le plaisir de l'huître en écaille,
Et c'est ces tout petits détails qui donnent le sens. À son commandement, nous fûmes attentifs, et à pleines oreilles humions l'air comme belles huîtres en écailles, pour entendre si voix ou son aucun y serait épars. Et pour rien en perdre, à l'exemple de Antonin l'empereur, aucun opposait nos mains en paume derrière les oreilles. Ce néanmoins, protestions voix quelconque n'entendre. Pantagruel continuait, affirmer, ouïr voix diverses en l'air, tant de hommes comme de femmes, qu'on nous fût avis, ou que nous les oyions pareillement, ou que les oreilles nous cornaient. Plus persévérions écoutant, plus discernions les voix, jusque à entendre mots entiers. Et ça aussi, on n'a pas d'exemple précédent dans la prose, cette montée progressive. Évidemment, on avance dans l'espace, on se rapproche, et à mesure qu'on se rapproche, bien simplement, le son grossit, mais lentement, tout lentement, tout lentement. Là, cette progression narrative, même dans Rabelais, c'est la première fois qu'on a ça. Ce que nous effraya grandement, et non sans cause, personne ne voyant et entendant voix et sons tant divers, d'hommes, de femmes, d'enfants et de chevaux. Ce qui est important aussi, puisque ce qui effraie, c'est pas la perception du fantôme. On entend des voix, on voit personne. Mais tout d'un coup, puisque ça c'est le motif narratif principal, qu'est-ce que ça vous fait? Vous entendez quelque chose? Et non, rien, personne. Oui, mais tout d'un coup, hommes, enfants, chevaux. C'est-à-dire qu'on a grimpé la détermination narrative, mais ce contenu narratif, on l'a dissimulé, on l'a empaqueté dans le motif principal de l'entendre sans voir personne. Si bien que Panurge s'écria « Ventre bleu, est-ce moque? Nous sommes perdus! Fuyons! Frère Jean, es-tu là, mon ami? Tiens-toi près de moi, je te supplie! Fuyons! Je ne dis de pied, de main, comme disait Brutus en la bataille pharsalique, je dis à voile, à rame, fuyons! Je n'ai point de courage sur mer, en cave et ailleurs, j'en ai tenté plus, fuyons! Là, Rabelais y va, alors évidemment, là encore, une sorte d'enfance de la prose, c'est-à-dire c'est le même motif qu'on a déjà vu dans La Tempête, qui reprend, toujours avec cette même situation, Panurge, frère Jean. Bon, mais ça fait rien, on peut bien reprendre 2 fois, c'est tellement bien. Fuyons, ce ne nous sera déshonneur. Démosthène dit que l'homme fuyant combattra leur chef. Retirons-nous pour le moins. Orche-poge, au trinquet, au boulingue, nous sommes morts. Fuyons de par tous les diables, fuyons. Donc c'est presque une auto-citation. Pantagruel, entendant l'esclandre que faisait Panurge, dit « Qui est ce fuyard là-bas? Oyons présentement quels gens sont. Par aventure sont-ils nôtres? Encore ne vois-je personne, et s'y voit 100 000 alentours. » Par aventure sont-ils nôtres? Alors aventure, c'est un mot qui en français vient du XIVe siècle. C'est un mot qui a été très très vite dans la langue française. Mais là, comme il résonne, c'est-à-dire j'entends ce qui me fait peur parce que ça m'est étranger, entendons-les. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a rencontré et accepté Panurge. Alors là, peut-être, on a cette belle chose sensible de l'humanisme qui nous parlerait encore aujourd'hui. L'écrasement du monde n'était pas si brutal, pauvre, violent. Et si vois-je 100 000 alentours, mais entendons. J'ai lu qu'un philosophe nommé Pétron était en cette opinion que fussent plusieurs mondes, soit touchant les uns les autres, en figures triangulaires équilatérales, en la pâte et centre desquels disait être le manoir de vérité, et le habiter les paroles, les idées, les exemplaires et portraits de toutes choses passées et futures, autour d'Icelle être le siècle. Le siècle, c'est pas la durée de 100 ans, c'est le mot séculier, c'est nos affaires ordinaires. Au centre de nos affaires ordinaires serait ce lieu secret, avec une figure logique, mathématique. Et puis au milieu, encore les paroles, les idées, les choses non prononcées, du passé, du futur, coexisteraient ensemble. Et Rabelais continue d'explorer son image. Autour d'Icelle, être le siècle et en certaines années, par longs intervalles, par d'Icelle tomber sur les humains comme cathare et comme tomba la rosée sur la toison de Gédéon. Par là,
rester réservés pour l'avenir, jusque à la consommation du siècle. Je me souviens aussi que Aristote maintient les paroles de Homère être voltigeantes, volantes, mouvantes et par conséquent animées. Encore une autre image, puisque Homère, pour Rabelais, je pense que Homère est vraiment quelqu'un qui a écrit. Pour nous, on sait que c'est nom collectif désignant les aveugles voyageant de village en village. Qu'est-ce qu'on fait nous avec YouTube, nous les quasi-aveugles? C'est quasiment la même chose, c'est-à-dire un corpus mémorisé oralement, ce que les aveugles sont beaucoup plus entraînés à faire, et qu'ils promènent de village en village. Et puis, quand arrive d'Égypte cette invention technique qui s'appelle le rouleau de papyrus avec ses feuilles verticales collées avec des feuilles de fibres perpendiculaires, et puis chevauchées, recollées sur un petit chevauchement avec de la colle animale, eh bien, à ce moment-là, ce corpus collectif, on le dépose, on l'inscrit sur des rouleaux, et le nom collectif, Homère, va devenir sa personnification. Mais en même temps, ce qu'il définit comme étant la parole poétique de l'Iliade, de l'Odyssée, on est effectivement dans une définition sonore de la langue, mais une définition mobile, une définition cinétique de la langue. C'est-à-dire pour la première fois, là encore, c'est l'autonomie poétique de la prose qui est nommée. Aristote maintient les paroles de Homère être voltigeantes, volantes, émouvantes, et par conséquent animées. Davantage, Antiphane disait la doctrine de Platon est-ce parole, être semblable lesquelles en quelques contrées, au temps du fort hiver, lorsque sont proférées, gèlent et glacent à la froideur de l'air, et ne sont ouïes. Semblablement ce que Platon enseignait aux jeunes enfants, à peine être dit ceux entendus, lorsque étaient vieux devenus. Or, serait à philosopher et rechercher si, forte fortune, ici serait l'endroit en quelle telle parole dégèle. Nous serions bien ébahis si c'étaient les têtes et lyres d'Orphée, car après que les femmes thraces eurent Orphée mise en pièces, elles jetèrent la tête et la lyre dedans le fleuve Ébrus. Icelles par ce fleuve descendirent en la mer Pontique, jusques en l'île de Lesbos, toujours ensemble sur mer nageante, et de la tête continuellement sortait un chant lugubre, comme lamentant la mort de Orphée. La lyre, à l'impulsion des vents mouvants, les cordes accordaient harmonieusement avec le chant. Regardons s'ils le verront, si autour. Le pilote fit réponse. Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut au commencement de l'hiver dernier passé grosse et félonne bataille contre les Arismapiens et les Néphélibates. Lors gelèrent en l'air les paroles et cris des hommes et femmes, les chaplis des masses, le heurtis des harnois, des bardes, le hennissement des chevaux et tout effroi de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenant la sérénité et tempérie du beau temps, elles fondent et sont oui. Mais en pourrions-nous voir quelqu'une? Je me souviens avoir vu que, l'orée de la montagne en laquelle Moïse reçut la loi des Juifs, le peuple voyait les voix sensiblement. Dites, après mon 30 fois Rabelais, vous vous en souviendrez de « voyez les voix ». Vous apprendrez, vous, à voir les voix. Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez ainsi qui ne sont encore dégelés. L'or nous jeta sur le tillac, pleine main de paroles gelées, et semblait dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, être quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige, et les oyions réellement, mais ne les entendions, car c'était langage barbare, excepté un assez grossé, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un son tel que font les châtaignes jetées en la braise sans être entommées, lorsque s'éclatent, et nous fit tous de paours tressaillir. Et là encore,
C'est mots dorés, mots d'azur, mots de gueule, c'est-à-dire comment l'accumulation sert à faire vivre ces petites choses où on n'a que le langage pour faire exister ce qu'on nomme. Et puis il faut bien réinstaller encore un exemple concret. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est ce qu'on comprend dans ce qu'on ne comprend pas? Eh bien, c'est un souvenir, mais un souvenir. Les châtaignes, il y en a partout. Les châtaignes, là encore, c'est comme les nèfles au tout début. C'est une propriété commune. C'est un commun de la nourriture de subsistance. Et les châtaignes, on les met au feu avec un petit coup de couteau. On ouvre la coque pour qu'elles, évidemment, avec la cuisson, elles grossissent. Ce bruit de châtaigne qui éclate, ça va plus loin. C'est-à-dire, où est-ce qu'on lit le livre? On le lit évidemment devant les cheminées. Est-ce que ceux du XVIe siècle ne savent pas ce que c'est que le bruit d'une châtaigne qui éclate? Bien si, ça veut dire que tout d'un coup, la scène même de la lecture devient image concrète d'un récit qui, lui, est censé se passer sur le pôle arctique. C'était, dit frère Jean, un coup de faucon en son temps, un coup de canon, quoi. Panurge requit Pantagruel, lui en donnait encore. Pantagruel lui répondit que donner parole était acte des amoureux. Vendément, donc, disait Panurge. C'est acte des avocats, répondit Pantagruel, vendre parole. Je vous vendrai plutôt silence, et plus chèrement, ainsi que, quelquefois, la vendit Démosthène, moyennant son argentangine. Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac 3 ou 4 poignées. Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac 3 ou 4 poignées, et y vit des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, lesquelles le pilote nous disait quelquefois retourner au lieu desquelles elles étaient proférées, mais c'était la gorge coupée. Des paroles horrifiques et autres, assez mal plaisantes à voir, lesquelles, ensemblement fondu, ouim, tic, torche, langue, brededac, bou, 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 trac, go, matago, et ne sais quels autres mots barbares, et disait que c'était vocable du our et hannissement des chevaux à l'heure qu'on choque, puis en ouim d'autres grosses et rendait son en dégelant, les unes comme tambours et fifres, les autres comme de clairons et trompettes. Croyez que nous eûmes du passe-temps beaucoup. Je voulais quelques mots de gueule mettre en réserve dedans de l'huile, comme on garde la neige et la glace, et entre du feutre bien net. Mais Pantagruel ne le voulut, disant être folie faire réserve de ce dont jamais l'on a faute, et que toujours on a en main, comme son mot de gueule entre tout bon et joyeux pantagruéliste. Là, Panurge fâcha quelque peu frère Jean, et le fit entrer en rêverie, car il le vous prit au mot, sur l'instant qu'il ne s'en doutait mis, et frère Jean le menaça de l'en faire repentir, en pareil mode que se repentit Joussaume, rendant à son mot le drap au noble patelin, et avenu qu'il fût marié, le prendre aux cornes comme un veau, puisqu'il l'avait pris au mot comme un homme. Panurge lui fit la babou en signe de dérision, puis s'écria, disons, ah, plût à Dieu, ici, sans plus avant procéder, juste le mot de la dive bouteille. Retour au point de départ. Effectivement, les paroles sont prononcées sans avoir de locuteur, et les paroles humaines sont mélangées au bruit de toute chose, c'est-à-dire que cette objectivité, on l'a obtenue, on en a la preuve. Simplement, à l'endroit où on est, eh bien, c'est des mots qui sont incompréhensibles. C'est plus que des onomatopées, des borborigmes, des mots barbares. Ça, je crois que pour moi, c'est important. C'est-à-dire, vous savez, ce début, sois assuré de ton vouloir. C'est-à-dire que même quand les paroles sont enfin débarrassées de toute loi humaine, eh bien, oui, on peut arriver à les rejoindre dans leur objectivité, mais on ne peut pas les comprendre. C'est-à-dire qu'on est renvoyé à notre condition, à notre chemin, à notre propre expérience. C'est pour ça que ce texte a survécu et traversé tous les siècles. 1, tic, torche, langue, frou, 2 R, frou, 3 R, frou, 4 R, etc., etc. On est dans cette partition. Mais
repenser aussi à cette question de comment noter le son avec la prose. Est-ce que c'est une expérience récente? J'en ai parlé des fois dans mes ateliers d'écriture en ligne. Là. Et on a l'exemple, vous savez, par exemple, de Henri Michaud, avec ses textes sur ses expériences de drogue entre 52 et 56 ans après le décès de sa compagne Marie-Louise. Donc, Misérable miracle, Connaissance du gouffre, L'infini turbulent. Et puis on lui propose, je crois que c'est en 64 par là, une adaptation filmique de ces 3 livres. Et là, il cherche, il y a un texte qui est extraordinaire, parce que le film va exister, mais avec une composition de musique originale par un compositeur contemporain de l'époque. Et Michaud écrit un long texte qui est la suite de tous les bruits qu'il y aurait à aller chercher pour nourrir ce film. Et donc on a, pour la première fois, presque 500 ans après, un texte qui ne comporte que des notations sonores, qui se sert du langage pour faire exister du son. Alors est-ce que nous, qu'est-ce que ça nous ouvre dans notre propre pratique de l'écriture? Voilà, les paroles gelées, textes de légende, on n'est pas tout à fait au bout du carrefour. On est dans ce moment où les paroles se dissocient des choses, puisque les paroles ont gelé. Évidemment, tautologie, mais nous, les navigateurs, continuent encore. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, comme chapitre ultime, avant que le livre reste dans sa fin ouverte, puisqu'il n'y a pas de solution à l'énigme des hommes? Rendez-vous pour le 30, ça tombe bien, on avait prévu d'en faire 30.